Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition du Comment fonctionne ton cerveau, le webinaire que je vous propose ce soir. Donc, je vais tout d'abord procéder à la vérification d'usage. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, si quelques personnes peuvent au moins me répondre dans le chat pour me confirmer que c'est OK pour le son. Ce sera parfait et je vais pouvoir aborder le sujet de ce soir. Après avoir salué les personnes qui m'écoutent en direct ce soir et toutes les autres personnes qui pourront écoutez également en replay quand le replay sera disponible en général dès le lendemain matin. Voilà, j'ai le 5 sur 5 de Nini, donc parfait, merci beaucoup. Je vais pouvoir commencer déjà par vous remercier d'être présente ce soir, présente et présent ce soir pour ce webinaire. Donc, félicitations à vous de vous être autorisés. Ce soir, comme pour tous les webinaires, ce que je te conseille, c'est de prendre de quoi noter pour les personnes qui vont entendre le contenu de ce webinaire pour la première fois. Pour les autres, vous pouvez aussi avoir besoin de compléter quelques notions que vous avez déjà peut-être entendues, mais comme il est toujours bon de réentendre les choses et d'avoir des piqûres de rappel, c'est avec plaisir que je vous apporte ça. Donc, et bien évidemment, pour pouvoir être disponible, entièrement disponible, de couper toutes les sources de distraction potentielles. Ce soir, différentes envies de ma part pour toi, pour chacun d'entre vous, c'est de pouvoir te présenter rapidement ce qui a changé ma vie. Puisque effectivement, je vais me présenter tout à l'heure, mais il y a à peu près 4 ans, bientôt 4 ans en arrière, un gros bouleversement allait arriver dans ma vie et puisque ça me l'a changé et ça a surtout amélioré, j'ai envie de t'offrir cette chance si tu es dans une situation similaire, de changer ta vie. Et je pense que en ce moment, les situations qui peuvent être vécues pour de nombreuses personnes, font que ces personnes ont cette envie de changer une partie ou certains points de leur vie. Donc, je vais te présenter tout ça. Alors, le qui suis-je? Je suis Sylvie Rousseau. Et avant de me présenter dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie de me présenter dans le qui je suis, c'est-à-dire dans mon être. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a un avant et il y a eu un après. Comme je te l'ai dit, il y a à peu près 4 ans, s'est opéré un gros changement dans ma vie. Parce que avant, j'étais une personne très introvertie, très, je dirais, réservée, hypersensible et qui avait de très grosses difficultés pour apprécier la vie. Ça a duré 52 ans. Puisqu'aujourd'hui, j'en ai bientôt 56. Et qu'aujourd'hui, après cette transformation, je suis quelqu'un qui aime
et je peux le dire vraiment avec une profonde gratitude et émotion, une personne qui aime la vie, qui s'aime, effectivement, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire S''AIME, mais aussi qui s'aime, SE, accent grave, ME, parce que mon plaisir, c'est justement de semer aussi, après m'être aimé, de semer toutes les graines en chacun et en chacune pour permettre cette belle transformation que de nombreux êtres ont besoin aujourd'hui pour sortir de cette dimension particulière dans laquelle la société est aujourd'hui et pouvoir se reconnecter avec sa part de puissance que chaque être a à l'intérieur de lui et comprendre, et ça va être l'objet du webinaire, que notre inconscient fait partie de cette part puissante qui est en nous, et qu'en comprenant comment il agit, comment il s'active et ensuite comment il agit, eh bien c'est comme ça qu'on retrouve sa pleine puissance. Alors, il y a 4 ans, un gros bouleversement dans ma vie fait que je vais arrêter plus de 35 années de travail dans la fonction publique hospitalière, puisque je suis de formation infirmière au départ. Une réelle vocation, hein, puisque depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie de prendre soin de mes proches, de ma famille, des gens qui m'entouraient. Et c'était tout naturellement que je m'étais tournée vers le métier d'infirmière que j'ai exercé. Et ensuite, de cadre et de cadre supérieur. Donc, j'ai vraiment réalisé cette grande transformation en laissant ce travail pour me tourner vers un métier passion ou une passion qui devient mon métier, mais pour pouvoir vraiment tous les jours réaliser et mettre en œuvre le prendre soin qui m'anime et qui fait que ça correspond à mes valeurs profondes. Je me suis formée et je me suis donc transformée, vous aurez compris, grâce à la pratique du détachement des traumatismes, le DT, et je suis devenue neuropraticienne du DT et même ambassadrice, ce qui me confère l'extrême honneur de former à la technique du détachement des traumatismes, puisque actuellement, seule Martine Clavelli, la créatrice de la technique du détachement de traumatisme, forme. Et à présent, eh bien, nous sommes plusieurs en France et à l'étranger à pouvoir former également les neurothérapeutes pour qu'eux-mêmes, ils puissent apporter au plus grand nombre de personnes cette merveilleuse, puissante technique qui fait qu'on va le voir plus tard, on peut rectifier ce que l'inconscient a enregistré de façon négative et ainsi modifier grandement sa vie. Je suis également éveilleur de conscience. Ça sera l'occasion de faire un autre webinaire pour vous présenter davantage cet aspect-là, où je vais aller plus à la rencontre d'âme, plus voilà, que d'inconscient. Je suis praticienne et coach en hypnose, alors ericksonienne et humaniste. Et je suis aussi animatrice, formatrice sur différents stages et week-ends à thème.
en évolution humaine ou développement personnel, coaching, etc. Et j'ai un centre qui s'appelle le Relais de l'Hermois, qui se trouve à Lasselles-en-Hermois, dans le Loiret, dans lequel j'accueille aussi bien les personnes qui souhaitent avoir des séances thérapeutiques que les personnes stagiaires pour journées, stages ou formations plus longues pendant voilà, plusieurs jours, en tout cas le temps nécessaire. Un lieu entièrement dédié au bien-être. Voilà pour le qui je suis, donc formée par Martine Clavelli, je vous l'ai dit, personne qui a donc créé le détachement des traumatismes et qui à présent est dans la formation uniquement, alors qu'elle était thérapeute aussi avant, mais elle n'est plus que dans la formation de ces thérapeutes pour effectivement aider le maximum de personnes à sortir des conditionnements, des schémas négatifs, etc. etc. Alors, avant de commencer, parce que il faut que je vous explique, peut-être le savez-vous déjà, hein, que rien ne se passe par hasard. Déjà. Et qu'au début, avant de commencer, eh bien, il faut prendre conscience de ce qui nous entoure. Vous savez peut-être que nous sommes énergie et nous sommes entourés d'énergie. Ces énergies, elles sont très présentes. On baigne dedans, on est entouré de ces énergies. Et il y a des énergies très fortes en ce moment. Peut-être les avez-vous déjà ressenties. En plus, on vient de rentrer là depuis hier, là, le 2-22, donc le 2 février 2022, dans un portail énergétique très puissant. Mais la puissance de ces énergies qui nous entourent, elle a déjà depuis plusieurs années. Et je veux faire un point sur l'ère du Verseau et son influence au niveau énergétique. L'ère du Verseau, c'est donc un phénomène énergétique qui est bref, à l'intersection d'un phénomène astrologique et un phénomène astronomique. Et cette ère du Verseau, eh bien, c'est la période, donc dans les années à partir, voilà, après on trouve des années un peu variées, mais en gros, les prémices 2012, 2015, et puis encore plus forte depuis le 21 décembre 2020, où là, il y a eu un alignement parfait au point zéro de tous ces fameuses planètes, etc., etc., et ce qui a fait qu'on est rentré pleinement dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous impose en termes d'énergie? Eh bien, c'est d'ouvrir son cœur pour déverser, comme l'eau que vous voyez qui se déverse de cette jarre, pour déverser les émotions. Alors, dans le but de déverser, vivre des émotions bénéfiques. Et des plus grandes émotions en termes d'énergie, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour. Et donc, pour arriver à ce que ces énergies bénéfiques sortent, il est nécessaire de faire sortir avant, puisque c'est la couche qui se trouve au-dessus, on va dire, toutes les énergies négatives. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui, et déjà depuis quelques mois, quelques années, le confinement ayant aussi eu un effet amplificateur,
eh bien, ces personnes peuvent ressentir des émotions de colère, de tristesse, de frustration, d'injustice, de trahison, enfin différentes émotions négatives très fortes. Et ben voilà, il y a ce besoin que ça sorte. Ensuite, deuxième influence de l'ère du Verseau, ça nécessite que chaque individu se reconnaisse son individualité. C'est-à-dire que il est absolument indispensable aujourd'hui que chaque être humain se reconnaisse son unicité, c'est-à-dire que tous les êtres, on est tous différents, on est tous uniques, et c'est justement cette unicité qui fait le tout, qui fait le groupe. Et reconnaître son unicité sous-entend que je reconnais l'unicité de l'autre aussi. Hein, c'est vraiment dans, on le verra après, mais dans la possibilité du vivre ensemble, voilà, c'est de se reconnaître son individualité. Il y a une très bonne métaphore qui peut vous aider à comprendre ça, c'est avec l'océan. L'océan, pour qu'il existe, il est composé de X quantité de gouttes d'eau. Et pour autant, chaque goutte d'eau est absolument différente. Et en même temps, chaque goutte d'eau de l'océan est l'océan. D'accord? Eh bien, nous, en tant qu'individus, c'est la même chose. Chacun des individus est différent et pour autant, ensemble, ils forment l'humanité. Donc, nous sommes individuellement l'humanité. D'ailleurs, on s'appelle être humain. Hein, donc, c'est en rien pour rien. Être humain. Et l'ère du Verseau nous amène à se reconnecter à notre propre humanité, dans la reconnaissance de l'unicité de chacun et donc de soi en premier. Dans l'ère du Verseau, il est aussi nécessaire que, après avoir reconnu notre unicité, eh bien, on sache se reconnaître ses dons, ses talents, ses qualités, pour pouvoir, on verra ensuite, les mettre au service d'eux. Parce que si je veux pouvoir être dans cet altruisme, être dans cette, comment je vais dire, collectivité, eh bien, j'ai à apporter à l'autre et j'ai besoin de savoir ce que j'ai, moi, comme don, comme talent, comme qualité que je vais pouvoir mettre au service d'eux. Et puis, l'ère du Verseau va obligatoirement, et c'est une notion très importante, amener chacun à prendre sa responsabilité. Il faut savoir qu'avant l'ère du Verseau, donc avant, enfin encore maintenant puisque c'est sur le déclin, mais c'était l'ère du Poisson. Et dans l'ère du Poisson, eh bien, c'était l'ère des conflits, du pouvoir, de l'individu noyé dans la masse. C'était l'ère de la la surexploitation de la nature, la course au matériel, à l'argent. Et c'était surtout, après avoir mis les gens en jugement, en comparaison, eh bien, c'était la période où c'était toujours la faute de l'autre. C'est tu m'as pas fait ça, tu ceci, tu cela, d'accord? Eh bien, dans l'ère du Verseau, c'est fini. C'est chaque individu qui va avoir à prendre sa propre responsabilité.
D'accord? On arrête de regarder chez les autres, on se regarde déjà soi, on règle déjà tout ce qu'on a à régler et on en a tous. Parce qu'une fois qu'on aura réglé tout ça, on aura donc vidé notre partie grise qui se trouve dans nos émotions et pour l'ouverture du cœur. Et donc, on pourra ensuite être vraiment dans cette appréciation de soi déjà et des autres ensuite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Donc, pour expliquer que c'était des phénomènes énergétiques qui sont autour de nous et qui ont cette influence pour que les émotions sortent, faire sortir les émotions négatives pour que ensuite on puisse avoir toutes ces émotions bénéfiques qui vont arriver par la suite. Donc, je vous laisse, si vous avez des questions, ou juste me dire que c'est OK par rapport à cette influence extérieure avant de rentrer dans le fonctionnement de l'inconscient. Mais vous comprendrez qu'il y a du lien avec ce qui se passe à l'extérieur, puisque le monde extérieur, c'est-à-dire ce que je vis, ce que je rencontre à l'extérieur de moi, est le reflet de ce que j'ai en moi. Merci Nini pour me dire que c'est parfait. Ok. Comprenez bien que chaque individu est unique et chaque individu a sa propre réalité, son propre environnement et ce qu'il va rencontrer et surtout ce qu'il va sentir, ce qu'on va lui faire vivre, ce qu'il va vivre et surtout ses réactions émotionnelles, eh bien, témoignent de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il y a encore des parts d'ombre. Si je suis en relation avec quelqu'un et que par une attitude, eh bien, je ressens de la colère, ça veut dire que j'ai une part encore de colère en moi que je dois régler. Et une fois que j'ai réglé ces émotions négatives qui sont en moi, eh bien, comme je ne les vibre plus, elles sont absentes, je vibre autre chose, eh bien, c'est cette autre chose que je vais attirer. Ce que l'on vibre à l'intérieur, on l'attire à l'extérieur. D'accord? Et ce que je reçois de l'extérieur correspond à ce que j'ai à l'intérieur. Donc, ça marche quand c'est des émotions négatives, mais ça marche, c'est le même fonctionnement pour les émotions bénéfiques. D'accord? Donc, si vous le souhaitez, parmi les personnes qui sont connectées ou pour les personnes qui écoutent en replay, prenez un temps et dites-vous, allez, c'est quoi là l'émotion négative, la dernière que j'ai vécue ou la plus forte de ce moment? Ok, déjà l'accueillir, déjà prendre conscience que je ressens ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'ère du Verseau, c'est prendre sa responsabilité. Si j'ai eu un échange professionnel et que il y a eu vraiment de la colère ou il y a eu conflit, ok, eh bien c'est fini de dire oui mais c'est de sa faute, il m'a mal parlé ou il me parle pas ou ceci ou cela, d'accord, c'est fini de faire porter la faute sur l'autre. C'est ok, moi si je ressens ça, donc ça veut dire que je le vibre. Donc, ça veut dire que je vibre la colère. Donc, ok, alors la colère, c'est quoi aujourd'hui qui me met fortement en colère? D'accord? Et bien ça, voilà, ça vous donne un axe, ça vous donne un point que vous avez à aller régler pour vous débarrasser de cette colère. Si vous en avez envie, bien sûr. D'accord? Ça me fait le lien avec la diapo qui est là, c'est d'où viennent les envies? D'où c'est que ça vient? Eh bien, ça vient de notre cœur et ça vient de cette partie plus forte que nous
partie inconsciente aussi. Les envies, c'est vraiment comment je vais vous expliquer? Les envies, ça vient du cœur. J'ai envie. J'ai envie de manger un gâteau, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'un bon resto, j'ai envie... voilà, ça vient du cœur. C'est quelque chose que, qui va vous animer d'une émotion bénéfique, agréable. Et puis, vous avez sinon la partie rationnelle qui va dire « je veux ». À chaque fois que vous dites « je veux », eh bien, vous êtes sur une partie rationnelle. C'est votre cerveau rationnel, on va le voir plus tard. Ces envies, eh bien, elles nous viennent du cœur, mais quelquefois, il y a des choses qui empêchent. Qui empêchent des choses à l'intérieur, parce que vous l'aurez compris, hein, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Et les choses qui viennent de l'intérieur et qui peuvent empêcher, par exemple, pendant de nombreuses années, quand j'étais encore à l'hôpital à travailler, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien, voilà, me reconvertir, trouver, et il y avait toujours quelque chose qui venait s'empêcher. C'était oui, non mais tu vas pas quitter la fonction publique, t'as appris à faire que ça, et puis il y a les enfants, et puis il y a la maison à payer, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Donc il y avait toujours plein de freins, mais les freins qui faisaient partie de ma réalité, mais les freins que je mettais aussi. Et donc, eh bien, ça vient au niveau de notre cerveau, puisque c'est notre cerveau qui vient mettre tout. Alors, ça peut être des doutes aussi, hein. Alors là, on va être ah oui, non, mais est-ce que je suis capable? Ah non, mais de toute façon, je suis pas capable. Et puis si j'y arrive pas, et puis, donc il y avait toujours des si. Et ça, c'était vraiment au niveau du cerveau que ça se passait, forcément. Il faut savoir qu'au niveau du cerveau, en suivant l'évolution humaine, eh bien, on a 3 parties, on va dire comme ça, dans le cerveau. Il y a le reptilien, je vais vous le présenter après. Il y a le cerveau qui est donc le limbique et le néocortex qui est le cerveau le plus récent. Dans le reptilien, il faut savoir que c'est le cerveau le plus ancien, celui qu'on appelle aussi cerveau archaïque. C'est celui qui nous vient de notre règne animal, qui a évolué avec le temps. Et le cerveau reptilien, lui, il est là pour assurer notre survie. C'est toujours lui qui va se mettre en action à chaque fois qu'il va détecter qu'il y a un choc, qu'il y a un traumatisme, qu'il y a un danger. Dans sa perception, et c'est là où on va comprendre que quelquefois, eh bien, ce cerveau reptilien, eh bien, a confondu ou a mal interprété un danger. Son rôle, comme c'est de nous maintenir en vie, eh bien, à tout prix, il est beaucoup plus rapide que les deux autres. Et c'est ce qui fait qu'on va être en réaction hyper rapide quand on est confronté soit au choc, soit au trauma, soit au danger. L'exemple de la phobie, c'est vraiment l'exemple concret. Quand une personne a une phobie, eh bien, c'est plus fort qu'elle. Dès qu'elle va être en contact avec l'élément phobique, eh bien, il va y avoir d'enclencher une réaction. Alors, peu importe laquelle, mais il va y avoir des actions qui vont nous éloigner de cet événement phobique. Je vous prends l'exemple que j'aime prendre parce qu'il est absolument parlant.
J'ai reçu une personne qui vient me voir parce qu'elle était phobique des plumes de pigeons. C'était absolument impossible pour elle de voir une plume. Une plume déjà, c'était compliqué. Mais alors, si c'était une plume de pigeon, c'était catastrophique. Eh bien, il faut comprendre que son cerveau archaïque, le cerveau reptilien, quand il a enregistré pour la première fois une émotion négative qui était de peur, une très grosse peur, il l'a associée avec une présence de plumes de pigeon, mais qui n'était en rien la cause de la peur. Mais son cerveau a associé plumes de pigeon parce que la petite fille, elle était avec son grand-père qui élevait des pigeons, et une autre peur, peu importe laquelle, mais son cerveau, lui, il a associé les deux, peur et plumes de pigeon. Et ce qui fait qu'à chaque fois que la personne se retrouve en situation de présence de cette plume de pigeon, et donc du pigeon lui-même aussi, eh bien, le cerveau reptilien met en jeu tout de suite l'action de « je m'éloigne », donc j'ai peur de cette plume de pigeon. Et si je suis phobique, ben ça, je vais tout faire pour éviter de me retrouver face à la plume de pigeon. Donc, il est prioritaire, ce cerveau, sur toutes les décisions intellectuelles et émotionnelles, parce que la phobie, il n'y a rien qui peut contrôler une phobie. Une vraie phobie, la personne, elle est phobique. C'est impossible d'aller y mettre de la décision intellectuelle en disant « Ah non, non, mais c'est… Non, non, je me contrôle, je me contrôle. » La vraie phobie, c'est impossible de se contrôler. Après, sur des grosses peurs, voilà, on peut être surpris, on peut avoir peur, et puis après de se dire « Bon, allez, non, mais c'est que ça. » Mais c'est seulement après. L'émotion, elle a été là tout de suite. La peur, elle est tout de suite là. C'est OK pour le cerveau reptilien? Alors, si vous avez des questions, autorisez-vous à les poser dans le chat pour les personnes qui sont en direct. Et puis, pour les personnes qui écoutent en replay, vous aurez mon adresse mail à la fin du diaporama. Donc, vous pourrez me poser les questions si vous le souhaitez. Le cerveau limbique, dans l'évolution du cerveau de l'être humain, eh bien, c'est la deuxième partie, c'est le siège de toutes les émotions. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être les expériences vécues, qu'elles soient agréables ou non, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, peu importe, c'est tout ce qui nous vient de l'expérience. Et on trouve toutes les expériences qui sont liées à notre vécu, c'est-à-dire à nos histoires de vie, que ce soit durant notre présence, j'allais dire, sur Terre, une fois qu'on est né, mais c'est aussi toute la période quand on est dans le ventre de maman, donc dès la conception, on a déjà des émotions, on peut prendre des peurs, des trahisons, des du sentiment d'abandon, différents sentiments. Et pour les personnes qui croient aux vies antérieures, eh bien, on ramène également des émotions. Alors, bénéfiques, c'est très bien, et négatives, malheureusement, aussi des vies antérieures. Voilà. Le troisième cerveau, ou troisième partie de cerveau, c'est le néocortex. Voilà, donc dans le néocortex, eh bien, c'est le plus récent. On parle de cerveau cortical aussi. C'est vraiment celui qui s'est surmusclé avec la période de l'ère du poisson, puisque c'était la course
à l'intellectuel, à la connaissance, à la maîtrise, à l'analyse. Voilà, donc c'est vraiment le cerveau qui nous permet l'analyse, le raisonnement, la compréhension. C'est celui qu'on met grandement en action bien, pendant nos années d'école. Et puis après aussi, hein, avec le travail. C'est ce cerveau bien, qui vous permet d'apprendre, comprendre, analyser. Il faut savoir qu'il n'a aucun impact sur les deux autres sièges du cerveau, le reptilien et le limbique, hein, puisque je vous ai dit que l'un comme l'autre bien, n'avait ne supportait aucune influence du néocortex. Voilà, il nous permet, et c'est déjà très bien, hein, c'est important de reconnaître que c'est une chance d'avoir un cerveau néocortex, hein, puisqu'on nous permet d'apprendre, de savoir, d'analyser. Donc, il faut remettre chaque partie à sa place. Mais vous allez voir après que c'est une petite place par rapport à tout le reste. Et s'il nous permet tout ça, en aucun cas, il permet de résoudre définitivement un problème émotionnel, donc inconscient. Voilà pour ces trois parties de cerveau. Donc, notre cerveau. Notre cerveau, il est composé de deux hémisphères. Une à droite et une à gauche. D'accord? Et ces deux hémisphères, bien, ils sont reliés par un câble qui les unit. Et ce câble, pour faire simple, s'appelle le corps calleux en termes scientifiques. Donc, je vais vraiment me dispenser des termes scientifiques pour que ça puisse être compris et simple surtout. La première partie qui s'active, c'est l'hémisphère inconscient. Et l'hémisphère inconscient, bien, il couvre 95% de toutes les facultés du cerveau. 95%, c'est énorme. Et l'inconscient, bien, c'est lui qui va faire que, il va gérer tous nos automatismes. On va le voir plus tard. L'inconscient, lui, je vous ai dit, c'est le premier à s'activer. Alors, il s'active de 0 à 7 ans. 0 étant déjà dans le ventre de maman dès la conception. Donc, je vous l'ai dit, hein, et puis pour les personnes qui croient aux vies antérieures, bien déjà avant, en revenant avec des émotions négatives, entre autres, à régler. Donc, de 0 à 7 ans, notre inconscient va s'activer. Je vous ai dit, il gère tous nos automatismes. Nos automatismes, c'est nos automatismes aussi bien physiques, biologiques, physiologiques, émotionnels, comportementaux. Par exemple, c'est jamais toi qui décides de produire du sang. C'est jamais toi qui décides de déclencher la digestion. C'est jamais toi qui penses à produire des larmes, de l'urine. Ça, ce sont des automatismes. En aucun cas, c'est toi qui décides de faire battre ton cœur. C'est pareil, ce sont des automatismes. Quand on a des automatismes aussi comportementaux, bien, c'est typiquement les personnes qui souffrent de TOC, puisque c'est plus fort qu'elles. D'accord? Le plus fort que nous, c'est d'aller, je ne sais pas, vérifier que la porte est fermée X fois.
ou de se laver les mains X fois parce que c'est un TOC, c'est un trouble comportemental. Les tics sont des troubles émotionnels. Quand on a un tic physique, style une épaule, un mouvement physique incontrôlé, eh bien, il est plus fort que nous, puisqu'il est dit incontrôlé, et c'est en lien avec notre inconscient. Donc, notre inconscient, c'est vraiment tout ce qui est plus fort que nous. La phobie, la réaction à la phobie, la peur, le fait de crier, monter sur une chaise, enfin bref, peu importe ce que la personne va faire quand elle est confrontée à l'élément phobique, c'est plus fort qu'elle. D'accord ? Et il est inutile d'aller dire à une personne phobique, ben contrôle-toi. C'est impossible, techniquement impossible, puisque ça vient du cerveau reptilien. Il n'y a aucune possibilité de contrôle. Il y a des possibilités thérapeutiques, on va les voir, mais aucunement par le contrôle et donc par la partie consciente, rationnelle. Il faut savoir que l'inconscient, il a sa propre logique. Et ça va être indispensable de savoir, de pratiquer ça, parce que ça va vous faire gagner grandement de l'efficacité pour vous-même et dans vos relations avec les autres. Tout d'abord, il faut savoir que l'inconscient, il est global. Même si vous êtes en train de m'écouter et de regarder votre écran, que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, peu importe, en parallèle de ces deux sens qui sont, on va dire, actifs, eh bien, vous avez les autres qui sont actifs. C'est-à-dire que vous êtes capable, votre inconscient, en tout cas, perçoit les odeurs. Donc, il peut y avoir une odeur alimentaire, une odeur de parfum, une odeur, peu importe, qui passe. Vous allez en même temps aussi être en contact. Contact parce que peut-être que vous êtes assis sur une chaise, dans un fauteuil, un canapé, peut-être que vous êtes debout et que ce sont vos pieds qui sont au contact. Peu importe, donc le contact est aussi actif. Et puis, il y a le gustatif. Le gustatif parce que peut-être que vous, pour certains, vous êtes peut-être en train de manger, peut-être que vous avez mangé, peut-être que vous avez faim et donc vous salivez. Voilà, tous nos sens sont en éveil en permanence pour l'inconscient. D'accord ? C'est pour prendre l'image de l'appareil photo, c'est comme si vous faites une photo en plan large. On prend tout ce qu'on voit. Et bien l'inconscient, il prend tout ce qu'il voit, mais avec tous les sens. La vue, l'odorat, le toucher, l'olfactif et le gustatif. Une autre caractéristique de l'inconscient, dans sa logique, c'est que c'est intemporel. Il a une logique intemporelle. Il ne fait absolument aucune différence entre le passé, le présent, le futur. D'ailleurs, quand vous avez des enfants de moins de 7 ans, c'est absolument fréquent qu'ils puissent vous dire « Demain, j'ai été à la piscine ». C'est en rien qu'il a des problèmes de grammaire, soyez rassurés. C'est dans sa logique, puisqu'il n'est que dans la période 0-7 ans, donc que inconscient. L'inconscient ignore la notion de temps. Donc cet enfant, et surtout ses parents, qu'ils soient bien rassurés, il sera toujours temps qu'il apprenne les différents temps grammaticaux quand il aura dépassé ses 7 ans. Voilà. Autre notion, c'est que ce fait que ce soit intemporel, c'est ce qui fait que l'inconscient, s'il a enregistré une première fois une information, une émotion négative alors qu'il y avait telle odeur, par exemple, eh bien, 10, 15, 20, 30, 40 ans plus tard, à la même odeur, reviendra la même émotion. Parce qu'il ne fera aucune différence. L'émotion qui a été présente
la première fois avec cette odeur-là, eh bien, c'est toujours celle-ci qui va nous remettre. Tant qu'on n'a rien réglé, si c'est quelque chose de désagréable, et si c'est agréable, ben, tant mieux, on garde ça et puis et on se félicite. D'accord. C'est typiquement la description que Proust faisait dans son livre quand il parle de la Madeleine et qu'il se remémore, mais à travers ses sens, la Madeleine que sa grand-mère ou je ne sais plus qui lui faisait. Voilà. X années plus tard, eh bien, ce sont toujours les mêmes sensations qui vous reviennent. D'ailleurs, il y a une expérience très qui illustre bien ça. C'est-à-dire que si je vous demande de fermer les yeux et que vous avez envie de jouer le jeu, hein, et que je vous demande d'imaginer, voilà, du jaune, une forme ronde, jaune, un citron jaune. Voilà, vous pouvez le prendre dans vos mains, vous pouvez le sentir, le toucher, le tâter, voilà, tâter sa fermeté, tout. Et puis, vous décidez de prendre un couteau et vous coupez le citron. Voilà, vous coupez le citron, vous faites une rondelle de citron. Et cette rondelle de citron, eh bien, vous l'approchez de votre bouche. Voilà. Et peut-être que vous pouvez, ou pas, croquer dedans. Eh bien, si vous l'avez fait, voilà, vous vous rendez compte, observez ce que vous ressentez, ce que ça vous fait, et vous pouvez réouvrir les yeux. Et systématiquement, eh bien, chaque personne a pu ressentir soit une hypersalivation qui commence, soit l'odeur du citron, soit l'acidité, que ce soit agréable ou pas, suivant les goûts. Mais dans cette expérience, eh bien, vous retrouvez ces sensations. Ça veut dire que à l'évocation d'une situation, en plus là, elle est virtuelle, eh bien, il n'empêche que l'inconscient va aller rechercher dans sa mémoire émotionnelle la première fois qu'il a été confronté à cette situation. Et il vous ramène, il redéclenche le système émotionnel en lien avec cette situation. D'accord? C'est le principe de l'hypnose. Hein. Beaucoup de situations thérapeutiques en hypnose utilisent ce système-là. Notre inconscient, eh bien, c'est aussi toute notre partie de créativité, d'artistique, de rêve, que ce soit les rêves éveillés ou endormis. Les enfants, 0-7 ans, sont très créatifs, créent des histoires, ils sont toujours dans du dessin, enfin voilà, ça passe beaucoup par l'imaginaire. L'imaginaire, ben, c'est du rêve éveillé. Et puis dans l'artistique, c'est la création. L'inconscient, c'est grâce à l'inconscient aussi que on va pouvoir développer de l'intuition et se fier à son intuition, car il faut savoir que l'intuition, quand c'est l'intuition vraiment, hein, elle est toujours juste. L'intuition, ça vient de l'inconscient et c'est juste. Après,
en tant qu'être humain, on a de l'intuition, mais on a notre partie rationnelle qui vient derrière et qui dit « Ah non, non, mais ça ne peut pas être ça. Non, non, mais c'est pas ça. Non, non, mais ça, c'est pas vrai. » ou d'accord, c'est toujours notre rationnel qui vient neutraliser l'intuition. Mais si vous vous fiez à votre intuition, alors elle est toujours juste pour vous. Et puis l'inconscient, c'est aussi la foi. La foi au sens large, c'est-à-dire en rien avec la religion, mais c'est le je crois. L'enfant, entre 0 et 7 ans, il découvre. Et il va croire. Il croit à tout ce qu'on peut lui dire dans sa croyance. Voilà, quand vous découvrez un pays, quand vous découvrez quelque chose voilà, d'inconnu, eh bien, vous êtes à cette découverte et vous prenez tout ce qu'on va vous dire. Donc, c'est cette partie de foi. Et puis, chose très importante, c'est que l'inconscient ignore le ne pas. Si vous voulez vraiment, si vous avez envie que votre message passe, c'est-à-dire votre communication, vous avez tout intérêt à vous adresser à l'inconscient, puisque c'est 95% de la faculté de tout le cerveau. Et si vous adressez à un enfant de 0,7 ans, eh bien, de toute façon, il est que dans l'inconscient. Donc, retirez toutes les négations de vos phrases. Arrêtez de dire « ne cours pas, ne crie pas ». Ne joue pas comme ça avec ton frère, ta sœur, ne pas, d'accord? Efforcez-vous. Au début, c'est un effort, je le conçois. Moi encore, j'ai quelquefois des phrases négatives qui sortent encore, mais vraiment, si vous avez envie que vos messages passent, eh bien, retirez le ne pas. Et quand je dis vos messages, ça passe par vos messages que vous faites à vous-même, c'est-à-dire ces fameuses petites phrases que l'on peut se répéter verbalement ou dans sa tête. Ah non, mais je vais pas manger ça. J'ai pas envie de ressembler à mon père, j'ai pas envie de ressembler à ma mère. Je veux surtout pas devenir comme eux. Je veux surtout pas me prendre une contredanse. Je veux surtout pas avoir des bouchons sur la route. D'accord? Observez-vous, écoutez-vous, repérez combien de fois vous pouvez dire des phrases en négatif. Eh bien, sachez que à chaque fois que vous dites une phrase négative, votre inconscient comprend l'inverse. Et je vous ai mis en sous-titre de la conférence « L'inconscient, un ami qui nous veut du bien », que pour répondre à nos envies. Et donc, à chaque fois qu'on va dire une envie avec une négation, c'est comme si on demandait le contraire. Donc, attention à ces phrases négatives. D'accord? Il faut savoir que entre 0 et 7 ans, donc je vous ai expliqué la logique de l'inconscient, eh bien, tout ça va être pris par rapport à notre perception, uniquement notre perception, donc que l'on a de maman, de notre maman. Donc l'enfant entre 0 et 7 ans, eh bien, il va percevoir avec ses sens sa maman. Et quand on prend une fratrie dans une famille, eh bien, on se rend compte que chaque individu, chaque enfant, qu'il soit même quand ils sont adultes plus tard, eh bien, a eu une perception différente d'une même situation. Et même si vous prenez les deux plus vrais jumeaux au monde, que vous les confrontez à la même situation, eh bien, vous aurez deux perceptions différentes, chaque individu étant unique, chaque individu ayant sa part de réalité
D'accord. Et donc, chaque réalité est différente pour chaque individu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers les perceptions émotionnelles qu'on a eues de maman, eh bien, ça va conditionner la manière dont je vais m'aimer. C'est-à-dire que je vais me sentir aimée, je vais m'aimer déjà, comme je me suis sentie aimée par maman. Sentie aimée, dans ma perception. Donc ça va être déjà important d'aller régler ce qu'il y a à régler pour chacun par rapport à ça. Parce que si on a des difficultés à s'aimer, alors on a des difficultés à être aimé et à aimer les autres. Ou à se laisser aimer par les autres. Ça va conditionner aussi les relations dans le couple, donc dans la partie sentimentale, puisque qu'on soit un homme ou une femme, quand on choisit son ou sa partenaire de couple, on la choisit toujours, idéalement, pour nous faire revivre tout ce que l'on a vécu émotionnellement avec sa maman. Voilà, qu'on soit un homme ou une femme, que le partenaire, que le partenaire de couple soit un homme ou une femme. Systématiquement, vous pouvez tester, voilà, ce que vous reprochez le plus à votre partenaire, d'accord? Eh bien, c'est ce que vous avez perçu et ce que vous a fait vivre votre maman. C'est valable dans le négatif et c'est valable dans le positif également. Et puis, c'est aussi par rapport aux relations avec vos enfants, vos amis. D'accord? Toujours pareil. Et ça va déterminer cette période-là, 0-7 ans, eh bien, toute la confiance en moi. Donc, toutes les personnes, si tu m'écoutes et que tu manques de confiance en toi, eh bien, c'est que dans ta perception, entre 0 et 7 ans, il y a eu une perception de manque d'amour, de manque de rassurance de la part de maman, puisque maman, dans son rôle de maman, c'est vraiment toute la rassurance. C'est verra papa, ça va être le soutien, mais maman, c'est la rassurance. Ok. Et puis, l'inconscient, eh bien, c'est de là que viennent nos envies. Je vous en ai parlé au début, je vous ai dit, les envies, c'est le cœur, mais c'est toute la partie inconsciente aussi. Il faut savoir que tous les rêves que l'on fait, les rêves qui sont endormis ou éveillés, tout ce qui vient de notre cœur, nos envies, nos rêves, eh bien, c'est qu'on en a les facultés pour les réaliser. Jamais l'inconscient ne vous amènera un rêve qui vous est inaccessible. Alors, ça veut en aucun cas dire que si vous rêvez de quelque chose, vous claquez des doigts et vous l'avez tout de suite. Non, c'est que vous avez les dispositions pour. Donc, peut-être qu'il faudra rentrer dans une action, se former, enfin, peu importe, modifier certaines choses, mais chaque fois que l'on rêve de quelque chose, que l'on a envie, eh bien, c'est qu'on en a les capacités, les moyens, les ressources, tout ça, on a envie. Notre inconscient, c'est aussi ce qui va permettre la mémoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les exemples que je vous ai donnés, c'est la mémoire qui rentre en ligne de compte. Et là, c'est la mémoire souvenir, la mémoire de son enfance, par exemple, les différentes problématiques que l'on peut rencontrer par rapport à la mémoire. Certaines fois, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes forts et consciemment ou inconsciemment, peu importe, elles se disent qu'elles veulent effacer ça de leur mémoire parce que c'est trop douloureux. Eh bien, à force d'être dans cette demande inconsciente d'effacer ça de ma mémoire, l'inconscient, comme il est global,
il est incapable d'effacer que l'épisode traumatique. Et du coup, il efface tout. C'est ce qui peut faire les amnésies, les troubles mnésiques, les troubles d'amnésie. Voilà, avant tel âge, avant 7 ans, j'ai des fois des patients, ils viennent et ils me disent, de toute façon, j'ai aucun souvenir avant 7 ans. Eh bien, c'est systématiquement dans la perception inconsciente. Là, il y a eu un traumatisme qui a fait que, par protection, l'inconscient a coupé avec tous les souvenirs. Donc, en retrouvant l'origine, parce que l'inconscient, lui, il sait, hein, c'est lui qui a coupé, mais lui, il sait, en reprenant sur des événements plus, on va dire, récents, on peut retrouver émotionnellement l'origine, ou en tout cas, l'inconscient ira jusqu'à l'origine. Et puis, notre prénom a aussi une influence, puisqu'il va déterminer son identité. Et pour toutes les personnes qui ont un prénom qu'elles apprécient moyennement, ou à une forte consonance symbolique, eh bien, c'est important d'aller se réconcilier avec tout ça, régler la problématique qui est en lien avec son prénom. Les personnes qui diminuent, modifient, alors diminuent ou agrandit le prénom. Il y en a qui acceptent ou qui même volontairement modifient entièrement le prénom, changent de prénom. Eh bien, tout ça, ça a un impact sur... Ça nous vient d'un problème émotionnel et c'est important d'aller le régler puisque notre prénom, il faut savoir que, bon, certes, il nous a été donné par nos parents, d'accord, mais bon, nos parents, c'est nous qui les avons choisis. En tout cas, c'est notre âme qui a choisi nos parents pour qu'ils jouent exactement le rôle qu'on leur demandait de jouer pour notre contrat d'âme, contrat de vie, enfin mission d'âme et contrat d'âme. Et notre prénom, au final, c'est aussi nous qui le choisissons puisqu'on le souffle à nos parents. Voilà pour la partie inconsciente. Alors, je vois aucune question pour l'instant, donc je vais continuer. Je rappelle juste de bien vous autoriser si des fois il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne. La deuxième partie qui s'active, eh bien, c'est la partie consciente, donc c'est le conscient qui représente 5%. Et ces 5%, eh bien, ils vont s'activer entre 7 et 14 ans. Et je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai présenté le néocortex, c'est lui qui est en charge de cette partie consciente, puisque c'est lui qui va nous assurer toute la partie analytique et rationnelle. Et il a aussi une logique particulière, différente de l'inconscient, puisque lui, il est spécifique. Spécifique, ça veut dire, si je vous reprends l'exemple de l'appareil photo grand angle, qui prend tout à 180 degrés, quasiment, eh bien, être spécifique, c'est être capable de faire le focus. Je fais le zoom juste sur une pâquerette dans le champ que j'ai pris en photo. Voilà. Et ben, le spécifique, c'est ne voir qu'un truc, n'entendre qu'un truc, d'accord, et couper le reste. Donc, le conscient, il sait très, très bien faire ça. On l'a même, j'allais dire musclé, oui, on l'a entraîné. On l'a entraîné à se couper du global et à prendre que le spécifique, que le précis. Le conscient, c'est grâce à lui, ben voilà, qu'on a
peut être dans l'écriture des mots, des chiffres, on va apprendre à compter, on va... les mots MOTS, quand on a des difficultés à les sortir, à les dire, c'est qu'on a des mots MAUX et du côté inconscient. Donc, c'est des émotions négatives qui ont été impossibles d'exprimer. Et c'est important de comprendre que ces mots MOTS non dits vont se transformer en mots MAUX, possiblement maladie. D'accord? Donc, c'est important. Et les chiffres, eh bien, sont des calculs. Des personnes qui peuvent avoir des difficultés entre 0 et 14 ans par rapport à l'apprentissage des chiffres, eh bien, ça peut être des personnes qui plus tard feront des calculs rénaux, par exemple. Dans sa logique, le conscient, il est temporel, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la période où on peut vraiment bien apprendre les conjugaisons. On arrive très bien à faire la différence entre hier, demain et aujourd'hui. Donc, un enfant, on peut lui dire, c'est demain. Demain, tu vas à la piscine. Demain, tu iras à la piscine. Voilà. Et puis, lui demander, hier, tu as fait quoi? Voilà, il va savoir. Le ne pas, forcément, il connaît très bien le conscient puisque c'est lui qui l'a créé, on va dire ça comme ça. Donc, le ne pas, si vous vous rappelez, en fonction de votre âge, mais en tout cas moi, quand j'étais à l'école, tous les règlements, on va dire intérieurs, de la classe, de l'école, du collège, du lycée, eh bien, c'était toujours ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. On a été baigné dans du ne pas tout le temps. Même si maintenant ça change un peu, il y a encore beaucoup de ne pas. Et forcément, notre inconscient, il comprend tout l'inverse. Cette partie consciente qui s'active entre 7 et 14, eh bien, elle va être par rapport à notre perception à papa. Comment je me sens soutenue par papa? Comment papa met du cadre à la maison? Est-ce qu'il il est actif? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est dans l'action? Ou est-ce qu'au contraire, il est très absent, que ce soit en réalité ou dans ma perception? On peut très bien avoir un papa physiquement absent, mais dans la perception très présent, et inversement. Donc, c'est toujours une histoire de perception, d'accord? Donc, aucun jugement porté sur nos parents, et si vous êtes parent, aucune crainte par rapport à vos enfants, même en faisant le mieux que l'on puisse faire, tout dépend de la perception de chaque enfant. Donc, aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. Papa, c'est donc le cadre. Papa, c'est les actions, le faire, F-A-I-R-E. C'est aussi, ça peut induire des problèmes de fer dans le sang, c'est-à-dire soit un manque, soit un excès, suivant comment j'aurais perçu papa dans ses actions. Si mon papa était toujours en train d'agir, eh bien, et que moi, je suis fidèle à lui, je vais avoir besoin d'être beaucoup dans l'action. Et peut-être que pour une raison X ou Y, j'y arriverai pas. Et alors, mon organisme, lui, il va le faire. Et il va mettre du fer, FER, de plus en plus dans mon organisme. Et inversement, voilà. On peut avoir la tendance à la procrastination, donc à remettre au lendemain ce qu'on est censé pouvoir faire le jour même,
Donc, c'est je retarde mes démarches administratives, je retarde de couper la pelouse, je retarde de faire telle ou telle chose, peu importe. Je suis toujours dans oui, ben demain, je ferai ça demain. Voilà, donc ça c'est la procrastination, ben, ça nous vient de la problématique que l'on a, en tout cas de ce qu'on a perçu de papa et des émotions que ça nous a engendrées. Notre conscient, dans nos perceptions, ça va aussi nous permettre d'avoir des repères. Il faut l'entendre en deux mots, re et père, donc c'est bien papa. Et puis tout ce qui est limite. Que ce soit des limites dans le temps, que ce soit des limites dans l'espace. Les personnes qui peuvent avoir des difficultés à se repérer sur une carte routière, qui peuvent avoir des difficultés avec les dates, parce que ça fait des repères, mais c'est aussi les chiffres. Donc, les personnes qui ont des difficultés qui savent jamais quelle date on est, qui retiennent pas les dates anniversaires, enfin, par rapport aux dates, eh bien, c'est toujours par rapport à la perception à papa aussi. Les difficultés de scolarité, donc c'est pareil, après 7 ans, c'est papa entre 7 et 14 ans. Donc, on peut retrouver des difficultés scolaires pour les enfants qui ont dans leur perception, eh bien, voilà, un conflit avec papa, une perception une réaction vive par rapport à une attitude de papa qui leur déplaît, enfin, va se répercuter sur une difficulté scolaire. Dans le professionnel, ça va se traduire par une difficulté peut-être à supporter un patron, peut-être à garder un emploi. Quand dans la perception, l'enfant vis-à-vis de son papa, un papa qui peut-être est décédé, peut-être absent, peut-être des papas de substitution, eh bien, ça peut générer au niveau professionnel des difficultés à garder un emploi et être obligé de changer régulièrement d'emploi, soit parce que il y a une difficulté interne, soit parce que il y a des licenciements. Donc, c'est plus fort que c'est en aucun cas votre volonté, mais comme c'était en aucun cas la volonté que le papa décède, par exemple, si je reprends cet exemple-là. Bien comprendre que tout ce qui nous arrive, vous verrez dans notre vie, a un lien émotionnel avec tout ce qu'on a enregistré. Papa, c'est aussi tout ce qui va être engagement, si je m'engage ou pas. Ça, on le ressent dans la procrastination, mais c'est pareil dans les engagements. Et les personnes qui ont des difficultés à s'engager dans un projet, s'engager dans la vie, s'engager dans un couple, s'engager professionnellement, eh bien, ce sont des personnes qui, par rapport à la perception qu'ils ont eue de leur papa, eh bien, il y a eu un manque d'engagement de papa, un manque de cadre de papa, un manque perçu. On est toujours dans la perception. L'autorité, je vous l'ai dit un peu dans le professionnel, c'est voilà, toute la difficulté à supporter un patron, supporter un chef. Vous avez des personnes qui sont tout le temps en conflit avec leur supérieur hiérarchique. Voilà. Eh bien, dans ce qu'ils revivent émotionnellement, et c'est exactement la même chose que ce qu'ils ont pu revivre avec leur papa. Enfin, ce qu'ils ont pu vivre avec leur papa entre 7 et 14 ans. Il faut savoir que par rapport à notre conscient, par rapport à nos perceptions à papa, eh bien, ça va déterminer notre confiance en nos capacités. Vraiment, c'est la confiance en moi. Et bien, papa, ça va être la confiance en mes capacités. D'accord? C'est oui, non, mais je me sens pas capable. D'accord, je suis pas capable de ça. Ah non, mais c'est pas la peine, de toute façon, je suis incapable.
Ok, ben ça, c'est dans la perception à papa. Une problématique d'absence, de manque, d'insuffisance. Papa qui peut-être était déjà dans ces expressions-là. En tout cas, l'inconscient de l'enfant a perçu ça à travers papa et ça se retraduit pour lui. Et puis, papa, c'est aussi tous les projets. Maman, c'était les envies, je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, papa, c'est les projets. Les envies, c'est ce qui vient du cœur. Les projets, c'est ce qu'on met en action pour réaliser nos envies. D'accord ? J'ai envie de partir en vacances. Ben, mon projet, c'est d'aller dans le sud de la France. Ok, ben ça, c'est mon projet qui répond à mon envie de partir en vacances. D'accord ? Et derrière, ben, je vais le mettre en œuvre, ce projet, pour réaliser mon envie. Sinon, effectivement, ça reste qu'au stade d'envie et jamais je passe à l'action. Comprenez bien avec cet exemple que quand j'ai là une envie qui vient de mon inconscient, ça passe au niveau du conscient et ça se traduit en projet. Mais si j'ai un problème d'action, d'engagement, parce que dans ma perception à papa entre 7 et 14 ans, c'est ce que j'ai vécu, eh bien, jamais j'arriverai à concrétiser mon envie. Et ça restera au stade d'envie sans jamais passer à l'action. Le conscient, c'est aussi tout ce qui va permettre la concentration. Alors, de grâce, les jeunes enfants en dessous de 7 ans, si on vient vous dire « oui, mais votre enfant, il n'arrive pas à se concentrer », entendez, remerciez, mais voilà, soyez rassurés. Avant 7 ans, c'est impossible que l'enfant se concentre. Donc, à 7 ans, à partir de 7 ans, il sera temps de le laisser développer sa concentration. Et le nom de famille, eh bien, c'est en lien aussi avec notre conscient, notre statut social. Il y a effectivement des noms de famille qui peuvent poser problème pour certaines personnes qui portent ce nom de famille. Comme le même nom de famille peut en rien poser problème, ça dépend toujours de la perception. Eh bien, ça sera important de régler aussi les problématiques émotionnelles en lien avec le nom de famille. Je continue parce que ensuite, eh bien, il y a entre 14 et 21 ans. Entre 14 et 21 ans, on parle de la construction du moi. Et ça va être très important pour le développement de l'estime de soi. Et l'estime de moi, ça correspond à ma valeur. Ce que j'estime de moi, eh bien, c'est ma valeur que je me reconnais. C'est-à-dire que c'est la période aussi où se développe le j'y ai droit, je le mérite, je suis digne de, je suis légitime pour avoir telle ou telle chose. D'accord ? Et dans cette période-là, le rôle des parents est primordial puisqu'il va être absolument nécessaire de laisser le choix aux jeunes pour qu'ils prennent sa responsabilité, d'assumer ses choix, puisque c'est ça, c'est par cette expérience-là qu'il va pouvoir considérer qu'il y a droit, qu'il le mérite, et donc développer son estime de lui et être OK avec sa valeur. Parce qu'il faut savoir que la notion de valeur en termes d'estime de soi, eh bien pour l'inconscient, c'est pareil que la relation à l'argent. Les personnes qui vont manquer d'estime d'elles vont avoir une difficulté avec l'argent. Alors, soit à en avoir, soit à le garder. Voilà. Il va y avoir une dévalorisation de l'argent comme il y a une dévalorisation de la personne.
le manque d'estime va faire que, eh bien, je me dévalorise. Alors, l'argent, voilà, se tient éloigné de moi. Cette période-là, 14-21, c'est ce qui va conditionner la confiance aussi en mes compétences. Si je me sens compétent pour telle ou telle action, si tel rôle dans la vie, etc. Donc ça va être aussi très important pour l'adulte de demain, que le jeune de 14 à 21 ans, eh bien, je vous ai dit, fasse ses choix et trouve du sens dans ses choix, dans ce qu'il fait. Dans les générations précédentes, de nombreuses personnes ont eu leur métier d'imposer par leurs parents. Certains jeunes pouvaient n'avoir aucune envie d'ailleurs, puisque de toute façon, c'était la décision des parents, bah, tu feras ça, tu feras ça, tu feras de la comptabilité, tu feras de la mécanique, tu feras telle ou telle chose. Et le jeune n'avait absolument rien à dire, mais l'adulte qui se construisait a fait que derrière, eh bien, il y avait en permanence, alors suivant les personnes, de la colère, du regret, différentes sensations, un manque d'estime. De toute façon, voilà, j'obéis, hein, c'est un peu ça. Toute leur vie, après, ils sont dans une obéissance sans même se demander pour soi-même est-ce que ça répond à mon envie ou pas. Et puis, la personnalité, on arrive au terme du développement de ces deux hémisphères, eh bien, c'est l'association du prénom et du nom de famille. D'accord ? Et c'est la personnalité d'une personne, eh bien, c'est ce qui va être, j'allais dire, sa photo d'identité. C'est voilà, ses valeurs, ses expériences, sa confiance, ses différentes confiances, donc en elle et en ses capacités et compétences. Voilà, c'est tout ce qui a attrait à la personnalité. Et puis, vous avez aussi l'importance de la fratrie, voilà, que l'on a et qui est activée entre 0 et 21 ans. Si on arrive au monde et qu'on a déjà un frère, une sœur ou des frères et sœurs, et alors qu'ils soient vivants ou pas, ça va conditionner mon rapport aux autres. C'est-à-dire que je vais me sentir avec les autres comme je me suis sentie dans ma fratrie. C'est-à-dire que si j'ai une problématique de place dans la vie, eh bien, c'est que j'avais une problématique de place dans ma fratrie. Si je me sens pas à ma place dans ma fratrie, et si il y a, par exemple, dans la fratrie de 3, il faut savoir que l'enfant qui est au milieu, c'est vraiment la place la plus compliquée. Et donc, on peut se sentir isolé, mais comme pour l'aîné, ça peut être compliqué aussi d'être l'aîné parce que c'est une charge supplémentaire. Enfin bref, il peut y avoir des perceptions particulières donc dans la place au niveau fratrie. Et ça va conditionner vraiment mon rapport avec les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est des perceptions. C'est nullement du jugement, c'est la perception de chaque réalité pour chaque personne. Et ces perceptions se font à travers nos sens. Et nos 5 sens, eh bien, ça fait le VACOG, la vue, l'audition. Le kinesthésique, le K, c'est pour le toucher. Le O pour l'olfactif et le G pour le gustatif.
Eh bien, nos hémisphères vont capter les informations à travers nos sens. Il faut savoir que pour l'inconscient, ce sont des millions d'informations par jour, et pour le conscient, des milliers d'informations. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations que le cerveau accumule pendant toute la journée, toute sa période d'éveil. Et la nuit, quand il dort, eh bien, il va digérer les informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a eu une information sensorielle de perçu, eh bien, vous voyez, ça grossit, c'est un rail qui s'active. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, dans notre cerveau, on a de prédisposer tous les possibles, absolument tout. Et c'est notre vie, ce à quoi on va être confronté, qui va faire qu'on va activer ou pas le rail. Et la nuit, quand on dort, eh bien, toutes ces millions d'informations vont passer, vous avez vu les flèches bouger, eh bien, vont s'activer et pour être digérées. Sauf que certaines fois, l'information perçue dans la journée, émotionnelle, elle est tellement forte, elle est tellement grosse que ça n'arrive, que c'est impossible de passer à travers ce câble. Ou quelquefois, ça a été un traumatisme parce que c'est trop gros. Eh bien, c'est aussi pareil. Il y a un risque, d'où l'expression péter un câble. Hein. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est quand c'est trop gros, là, ça explose. Eh bien, quand les émotions, quand le cerveau ne peut en aucun cas digérer l'information, ou parce qu'il y a un manque de sommeil, hein, parce que ça se passe pendant le sommeil, donc il faut pouvoir dormir aussi, eh bien, ça vient se loger, toutes ces émotions non enregistrées, non digérées, enfin, elles sont enregistrées parce qu'on les a perçues, et elles viennent se loger dans un sac. Voilà, et ça nous fait une autre expression qui est vider son sac. Vider son sac, c'est pareil. Hein, il y a du trop plein là et je vide tout ce que j'ai accumulé. Dans le sac, eh bien, ce sont toutes nos émotions, les plus grosses émotions négatives qu'on a enregistrées. D'accord? Et c'est important justement de pouvoir aller vider son sac. Alors, non pas en mode colère, mais en mode thérapeutique pour pouvoir derrière eh bien, faire le nécessaire pour que ce rail qui s'est activé, qui est là, le rail qui s'est activé avec une émotion négative très forte, eh bien, les techniques thérapeutiques permettent, voilà, comme un programme informatique où on ferait un reset, une remise à zéro, eh bien, on vient, l'inconscient vient effacer cette partie-là pour en activer une autre non active et qui va être bénéfique pour la personne. Voilà. Effacer définitivement l'émotion négative en lien avec tel et tel événement. Et comme la vie nous ramène des situations pour revivre émotionnellement ce qu'on a déjà vécu, eh bien, quand on a cette action thérapeutique, eh bien, derrière, on ne revit plus les situations négatives qu'on avait enregistrées. Voilà pour la présentation des deux hémisphères. Avez-vous besoin de précision? Avez-vous des questions à me poser? Parce que ensuite, il faut comprendre que tout se répète encore et encore. Donc, on a fait les 21 premières années de vie. Et derrière,
eh bien, on va répéter toutes les situations émotionnelles que l'on a enregistrées. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est en gros du recyclage émotionnel. On fait avec ce qu'on a. Alors, la Nini me demande, la maman et le père peuvent être une figure féminine et masculine. Alors, en absence de maman biologique, effectivement, une figure féminine peut, on va dire, compenser. Il n'empêche que l'enfant aura été porté par sa maman biologique, aura donc enregistré au moins pendant toute la période de la grossesse les émotions que sa maman a eues pendant la grossesse. Et pour le papa, eh bien, ça peut être aussi la même chose. D'accord? Mais le biologique prendra de toute façon toujours sa part. C'est le cas pour les enfants adoptés. Il y a toujours, j'allais dire, une trace biologique et donc émotionnelle des parents biologiques. Et puis après vient s'ajouter la perception du parent adoptif, des parents adoptifs, et l'enfant va se construire à travers ces différentes perceptions. Et c'est ce qui fait aussi dans les couples homosexuels, eh bien, c'est aussi ça. C'est la part plus féminine si on prend 2 hommes et la part plus masculine si on prend 2 femmes. Mais il y aura quelquefois le besoin de figures féminines ou masculines autres. Alors ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être, peu importe, mais une référence masculine et une référence féminine pour le développement de l'enfant. C'est vraiment la personne qui va être le plus présent, le plus, le plus présent avec l'enfant. Est-ce que c'est OK pour toi, Nini? Est-ce que c'était bien le sens de ta question? Donc, l'homéostasie, eh bien, je vous ai mis derrière ce qu'on appelle le cycle de l'inconscient. Nini, merci. Avec plaisir, Nini. Le cycle de vie de l'inconscient, eh bien, en fonction de votre âge, vous allez pouvoir trouver dans quelle partie vous êtes. Si vous êtes plutôt dans la partie inconsciente 0,7 ans, puisque ça va se reproduire, une fois que vous arrivez à 21 ans, eh bien, vous repartez, 21 jusqu'à 28, on est dans la partie émotionnelle maman, ensuite on va être dans la partie rationnelle papa, et puis ensuite dans la partie estime, et ça jusqu'à sa fin de vie. Et en fonction de l'âge et de la problématique que vous rencontrez dans votre vie, eh bien, voilà, le thérapeute peut vous dire, voilà, par rapport à tel événement vécu dans l'enfance. Voilà, c'est de la réactivation émotionnelle de ce qui a été enregistré alors qu'on était dans cette période de vie. Donc, c'est bien gentil tout ça, mais comment on se libère de toute cette répétition négative émotionnelle? C'est valable, par exemple, si un enfant a enregistré, alors c'est très souvent déjà dans le ventre de maman, la trahison, par exemple, eh bien, il va revivre systématiquement des situations de trahison. Et
là où c'est le plus fréquent, eh bien, ça va être dans la relation sentimentale, dans le couple. Cette personne-là, eh bien, va se mettre en couple et puis, ben, il y aura une première trahison. Alors, la trahison, elle peut venir de l'autre, mais si la trahison vient de l'autre, c'est qu'on la porte, la trahison. Et donc, ça veut dire qu'on se trahit, on trahit l'autre et on se fait trahir. Eh bien, si la personne se sépare, qu'elle retrouve quelqu'un d'autre, et ben ça recommencera encore et encore. Et puis, ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être dans plein de situations, ça peut être dans le domaine amical aussi. Tant qu'on n'a rien réglé, changé, eh bien, on reproduit toujours et encore la même réponse. Donc, comment se libérer des répétitions négatives, des conditionnements négatifs, des dualités que l'on peut avoir? Eh bien, c'est important d'aller trouver des techniques qui soient efficaces, puissantes, avec du résultat, forcément. Le mieux, c'est dès la première séance. Parce que s'il faut attendre 3 ans pour commencer à avoir un début de résultats positifs, autant trouver des techniques rapides. Et ce qui va être très important, c'est d'aller chercher des techniques qui vont jusqu'à ce fameux cerveau reptilien, puisque vous avez compris que c'était, on va dire, le plus fort en termes de rapidité de réponse, puisque en plus, il est le siège de notre survie. Donc, les techniques qui vont faire appel aux reptiliens, eh bien, sont des techniques qui vont avoir forcément du résultat définitif, puisqu'on modifie définitivement la perception erronée qu'a eu le cerveau reptilien et qui met en place une réaction de phobie, mais c'est le même mécanisme pour les allergies, puisque en créant une allergie, l'inconscient, notre système immunitaire, met à distance l'organisme, notre corps, de l'élément phobique. Si je suis, par exemple, si d'un coup je deviens allergique aux crustacés, eh bien, quand je le sais, je ne mange plus de crustacés, c'est fini. D'accord? Donc, j'ai une attitude, mon corps induit une attitude qui va m'éloigner de l'agent phobique parce que sinon, si je l'ai, mon cerveau reptilien a enregistré qu'il y avait danger. Et donc, s'il y a danger, il va tout faire pour chasser l'élément phobique. Et la manière de le chasser, c'est de mettre en jeu le système immunitaire de façon très, très puissante. Des fois même à pouvoir être mortel, mais pour l'inconscient, il ignore de toute façon la vie ou la mort. Pour l'inconscient, c'est pareil, puisqu'il est intemporel. Et puis que dans la perception, il y a plusieurs vies, donc si c'est pas là, ce sera pour une autre. Donc, il va tout faire pour éviter que on se remette en situation de danger, le danger que lui, il a perçu. OK. Et donc, je vais juste parler des possibles que moi, j'ai à proposer. Maintenant, ce qui était important ce soir, c'est que vous compreniez comment l'inconscient fonctionne, comment il s'active et d'où nous vient toutes nos émotions négatives que l'on vit une fois qu'on a passé 21 ans. Eh bien, c'est de notre passé, de nos 21 premières années, de ce qu'on a enregistré. En tout cas, ce que notre cerveau a perçu et a enregistré en émotion. Et donc, dans les techniques possibles, je vous disais, qui vont aller jusqu'au cerveau reptilien et vous libérer des enregistrements émotionnels négatifs, mais il y a le détachement des traumatismes, qui est donc une technique que Martine Clavelli a créée, durant laquelle l'inconscient lui-même va aller faire le travail, puisqu'il va, je vous l'ai expliqué, aller
en gros, effacer le rail qui a été enregistré lors de la première perception avec l'émotion négative, et il va aller activer un autre rail bénéfique pour la personne. L'hypnose est aussi une technique, surtout l'hypnose ericksonienne, humaniste, qui va aller aussi régler les problématiques en lien avec le cerveau reptilien, puisqu'avec une hypnose ericksonienne, c'est tout à fait possible de se libérer d'une allergie, de se libérer d'une phobie en une seule séance. Donc ça, c'est réalisable. Et puis l'autre technique que j'utilise aussi, c'est l'éveil de conscience. Alors là, on est directement avec l'âme. Voilà, pour aller se libérer des conditionnements, décider d'aller déposer, de se démunir, j'allais dire, de se délester en déposant les émotions négatives que l'on a. Et là aussi, on va rechercher par quelle situation l'inconscient a enregistré ces événements. Cette séance s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, adolescents, couples. C'est possible en individuel, c'est possible en collectif, donc peu importe. Alors, collectif pour les séances d'éveil uniquement, quelquefois les hypnoses, mais plus les séances d'éveil. Moi, je fais que les séances d'éveil en collectif, et sinon tout le reste est en individuel. Ça peut se faire aussi bien en présentiel que à distance pour la plupart, sauf le détachement qui est obligatoirement en physique, en présence physique. Voilà, mais sinon, hypnose et éveil peuvent se faire à distance, donc, par vidéo, c'est tout à fait réalisable. Voilà ce que j'avais à vous présenter, et effectivement, c'est nous qui décidons si on a réellement envie de se débarrasser des émotions négatives, des doutes. Voilà, maintenant que tu sais comment l'inconscient s'active, maintenant que tu sais d'où viennent toutes ces émotions négatives que tu peux ressentir aujourd'hui dans ta vie, eh bien, sache que tout est modifiable, vraiment, en toute sécurité, puisque c'est l'inconscient qui fait le travail. Donc, si tu es intéressé, eh bien, tu pourras me contacter. Voilà, c'est toujours plus facile d'avancer dans la vie si on a, comme l'image nous le montre, si on s'est un peu débarrassé des énormes casseroles, valises, sacs à dos que l'on porte avec toutes ces émotions négatives. En plus, je vous ai dit, pour ceux qui croient aux vies antérieures, tout ce qu'on peut ramener des vies antérieures, autant s'en débarrasser pour pouvoir avancer dans cette vie-là et profiter de la vie. Je vous l'ai dit en présentation, c'est ce que j'ai fait il y a maintenant bientôt 4 ans. Et je peux vous assurer que ça allège grandement, aussi bien, j'allais dire, émotionnellement que physiquement, puisqu'il y a des transformations qui s'opèrent aussi, et des allègements. Et puis que le chemin est nettement plus beau, nettement plus facile pour avancer une fois qu'on a déposé tout ça. Et puis il y a la citation de Sénèque que j'adore, qui est « Il n'est de bon vent qu'à celui qui sait où il va ». Effectivement, il est important de garder notre ligne directrice, de savoir où on va, parce que s'il n'y a que en sachant où on va qu'on va pouvoir utiliser le vent pour nous permettre d'avancer dans la vie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté? Je vous mets
voilà, je vous ai parlé de l'adresse mail en début de webinaire. Donc, vous pouvez, c'est sylvie.rousseau@lerelaisdelermoi, tout en attaché.com. Et puis, mon numéro de téléphone, 06 15 46 23 81. Donc, vous pouvez me contacter pour des questions suite au webinaire, pour des renseignements supplémentaires pour les techniques, des rendez-vous si vous en avez envie, et puis pour la formation, voilà, si également. Avez-vous des questions? Je vous laisse le temps d'écrire dans le chat des questions, des commentaires, peu importe, des partages, des partages si vous avez appris, si vous avez découvert certaines choses. Pour les personnes qui entendaient peut-être pour la première fois, cette explication sur le fonctionnement de notre cerveau d'un point de vue de l'inconscient. Retenez bien que notre inconscient, 95%, donc c'est avec lui qu'on va obtenir le plus de choses. Notre inconscient, c'est notre ami. Donc, à un ami, on va pouvoir tout lui demander. Mais c'est important de lui demander de la bonne manière pour qu'il puisse répondre de la manière la plus adaptée pour nous. A priori, il semble qu'il n'y ait aucune question qui arrive. Eh bien, je vais vous laisser. Voilà, le prochain rendez-vous, eh bien, c'est mercredi prochain pour exactement le même style de présentation. Donc, si vous avez dans votre entourage, eh bien, des personnes qui rencontrent des difficultés émotionnelles, si vous avez envie de partager votre compréhension avec ces personnes-là, autorisez-vous à partager. Ce sera exactement le même lien pour vous connecter mercredi prochain à 20h30. Voilà, donc autorisez-vous. Van, merci pour toutes ces explications claires et pour moi de super rappels avec plaisir. Et merci à chacune, en tout cas de ceux qui sont manifestés dans le chat. Van, Nini, Frédéric, Christelle. Merci à vous, vraiment de votre participation. Et je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci Nini qui me dit merci beaucoup, c'était fluide, avec grand plaisir. Une belle soirée, une belle nuit, belle douce nuit aussi, et puis à très vite, que ce soit pour un nouveau webinaire ou pour toute autre chose encore. Belle soirée et à très vite.